Bonjour à tous, on va commencer. Je laisse les derniers s'installer. On aura peut-être des personnes qui vont arriver. Enfin, je vais parler dans le micro, c'est mieux. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Dorémus, je suis coordinatrice d'UBIC, qui est un atelier de recherche sur la culture qui est rattaché à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et donc bienvenue à cette table ronde qui a donc pour titre La culture face aux crises, s'engager vers un nouveau militantisme avec un point d'interrogation. J'y tiens. Donc j'ai invité, autour de moi, artistes, acteurs, opérateurs culturels. Je vous les présente rapidement, sachant qu'on reviendra avec eux sur leur parcours et leurs engagements, justement. Alors de votre gauche jusqu'à moi, Laetitia Perrault, qui est directrice de la Nef, qui est une SMAC à Angoulême, et qui est coprésidente du RIM, Réseau des indépendants de la musique. Benoît Pierre, qui est artiste plasticien, à Poitiers, membre du collectif ACT, entre autres participations, d'autres choses, on y reviendra. Esther Mérino, qui est éditrice des éditions Les Monédières, qui sont à Limoges, et présidente de l'AENA, l'association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine. Laure Terrier, qui est danseuse, chorégraphe, directrice artistique de la compagnie Jeanne Simone à Bordeaux. Et Stella Morin, qui est chargée d'études au pôle observation de l'agence LA. Je vais lui passer la parole tout de suite après, puisqu'en fait, cette réflexion autour de la militance et l'engagement est née d'un travail qu'on a mené avec Stella, mais aussi avec un groupe de chercheuses qui travaillent actuellement sur l'impact de la crise, qui s'appelle un travail qui s'appelle COF Culture, qui est en cours actuellement sur l'université. Et ce rapport à l'engagement, au militantisme et aux politiques, on y reviendra, est apparu, ou plus exactement, n'est pas beaucoup apparu. Donc ça nous a semblé important de le travailler aujourd'hui. Il y a eu sur ces 2 projets, de nombreux échanges, acteurs, chercheurs, artistes, beaucoup de sujets sur les effets, sur la transition, sur la transformation, pour parler du sujet qui nous occupe sur le forum, ont été partagés, des pistes d'action également, de la perte de sens aussi beaucoup. Mais finalement, sur l'engagement à être artiste aujourd'hui, sur comment le penser, sur le militantisme que peut avoir un acteur culturel à agir dans la société, et finalement quel changement il y a eu par rapport à hier, tout ceci n'est pas forcément remonté dans nos échanges ces derniers mois. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas posé la question? Peut-être. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est trop tôt pour se la poser? Pour autant, pour moi, il ne me paraissait pas que c'était trop tôt, et il était évident sur le thème du forum qu'on puisse aujourd'hui se poser la question ensemble. Avant d'aller plus loin dans cette intro, je parlerai, c'est pas moi qui vais que parler. Je vais laisser la parole à Stella, donc on est en cours de bouclage, on va dire, sur cette étude sur l'impact culturel avec l'agence LA, UBIC et l'agence LA. Et on va vous faire un point sur les éléments saillants qu'il y a sur cette question de l'impact, ce qui nous permettra ensuite de rebondir ensemble sur ces questions-là. Merci Marik. C'est un peu fort là. Donc d'abord, Marik m'avait demandé aussi de représenter rapidement aussi pour que tout le monde ait les éléments en tête, ce qui est sorti donc de ces sessions d'entretien collectif. Mais je vais d'abord rappeler rapidement quand même la méthode qu'on a choisie. Donc dans ce que je vais vous présenter, il y a des chiffres et des données qui sortent des études, nationales, donc des données plutôt chiffrées et quantitatives, qui nous intéressent notamment sur les études qui ont été faites sur les pratiques culturelles, et je pense que ça va nourrir le débat. Mais nous, ce qu'on a plutôt, privilégié avec Marik et donc avec Ubique, on a monté, 4 entretiens, 4 sessions d'entretien collectif. Donc ça a réuni, plus d'une vingtaine d'acteurs culturels de la région. Donc c'est aussi bien des, représentants de l'interréseau que des élus, des membres des collectivités, des syndicats, des artistes et cetera. J'en reconnais d'ailleurs certains dans la salle, et aussi autour de moi. Donc on peut en profiter pour les remercier à nouveau d'ailleurs d'avoir participé à cette étude, qui va nourrir ces échanges. Alors évidemment, on est parti du constat d'abord qu'on sortait d'une crise qui était d'abord sanitaire, mais finalement, ce qui est très rapidement venu dans les entretiens, et ça s'est encore plus accéléré à la rentrée, à l'issue de l'été, particulièrement chaud qu'on a connu notamment dans la région, qu'en fait, les acteurs se sentaient plutôt aujourd'hui face à des crises et non pas une crise.
C'est ce qui a lancé, le début de l'intitulé du sujet de la table ronde, pour Marik. Puisqu'évidemment les acteurs ont d'abord mentionné, la crise économique qui se profilait. Vous le vivez sûrement tous et toutes dans vos, structures, et dans votre vie personnelle aussi, mais on a une hausse des coûts, de production qui est assez importante, une inflation, une hausse des coûts de l'énergie, du transport qui évidemment touche, tous les acteurs culturels, et les lieux aussi qui évidemment, bah, doivent être chauffés et cetera. On peut penser aux salles de cinéma par exemple, qui c'est une problématique qui les occupe beaucoup aujourd'hui aussi. Évidemment aussi sur la crise économique parce que comme on sait qu'il y a un plus gros budget qui va être alloué à ces postes-là, se pose la question de qu'est-ce qui va rester pour rémunérer la création et les artistes à proprement parler. Donc ça, on a senti que c'était dans les entretiens des inquiétudes, assez présentes en fait chez les artistes notamment et chez les acteurs culturels du secteur. Donc ça, c'est la première crise. Malheureusement, il y en a pas qu'une, enfin je veux dire la deuxième en plus de la crise sanitaire. La crise écologique, traverse aussi évidemment, tous les acteurs et semble être, un sujet d'inquiétude, très, très important, pour finalement beaucoup d'acteurs, qui l'ont mentionné. Ils nous ont notamment aussi beaucoup dit, que certains essayaient aujourd'hui de penser à produire, moins, mais produire mieux. On a senti que c'était un levier assez intéressant, dans ce sens-là, d'effectivement essayer d'aller dans des programmations moins chargées. Aussi des festivals qui, par exemple, pensent à faire, en biennale au lieu de faire tous les ans. Enfin, il y a des démarches comme ça qui sont sorties, qui sont en train d'émerger, oui, et qui sont en cours de pensée pour ces acteurs et en tout cas, il y a une vraie inquiétude là-dessus. Une inquiétude aussi parce que beaucoup ne savent pas finalement comment choisir entre les injonctions, par exemple, de la mobilité versus le numérique. C'est des choses qu'on a discutées pour ceux qui étaient peut-être là lundi avec, David Hirle notamment, qui nous a pas mal du coup aiguillés aussi sur ces questions-là, sur est-ce qu'une visio c'était vraiment mieux que venir, en train à une réunion en physique et cetera. Donc ça, on sent que c'est aussi des problématiques qui ont traversé les acteurs et on n'a pas énormément de réponses, là-dessus encore très claires de tous les pouvoirs publics et je pense que la présentation de David Hirle en a aidé certains a priori là-dessus, et qui ont besoin de communication, sur ces questions-là, pour éclairer, les acteurs. C'est ce qui nous a été remonté, plusieurs fois pendant les entretiens. Et enfin, pour aller assez, rapidement dans le vif du sujet, la troisième crise, finalement, si on peut le dire comme ça, qui est remontée des échanges, c'est une crise plutôt, de modèle, en fait et de société. Une crise de la culture, spécifiquement de notre secteur, puisqu'il a été traversé pendant la crise, par, restrictions très fortes, plus que dans d'autres secteurs. Un secteur qui a été marqué évidemment par, la non-essentialité, de la culture. Cette phrase, est encore dans beaucoup d'esprits pour nombre d'acteurs qui nous l'ont, citée telle quelle, pendant les entretiens. Et donc en fait, ça a amené, il y a eu un double effet finalement, enfin nous, c'est ce qu'on a un peu observé, en tout cas encore une fois à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, entre un désengagement total d'un côté et un regain d'engagement pour les autres et c'est cette, dynamique-là, qu'on va aborder ici aujourd'hui. Et donc effectivement, d'abord, peut-être du côté du regain d'engagement, certains qui nous ont dit effectivement que, ça les avait remotivés et qu'ils s'étaient dit en fait que, la non-essentialité, ça les avait tellement percutés que, ils voulaient montrer qu'au contraire ils étaient essentiels et remettre de l'importance à la culture dans la vie et dans la société. Donc ça a été un moteur pour certains, mais pas pour la majorité et en tout cas, c'est pas ce qui est sorti de nos entretiens. Et d'un autre côté, on a des gens, des acteurs qui nous ont plutôt dit, en fait, que ça avait été un une source de désengagement, parce que manque de reconnaissance, sentiment d'inutilité, qui a poussé beaucoup de gens vers, la sortie. Il y a eu une reconversion assez importante, dans le secteur culturel. Des problèmes de recrutement aussi aujourd'hui, d'attractivité dans le secteur, notamment sur les fonctions support, chargé de diff, ou aussi, les postes d'administrateurs et cetera. On a senti que c'était des les chiffres le montrent, mais les acteurs aussi le ressentent, qu'ils ont du mal à recruter sur ces postes. Et le manque d'attractivité effectivement qui est revenu assez souvent. Et se pose donc la question de comment en fait, attirer les jeunes dans le secteur culturel aujourd'hui. Puisque les jeunes, en fait, pour beaucoup, se tournent beaucoup plus vers, l'ESS, vers des questions écologiques. On a l'impression que le secteur culturel, qui était un lieu d'engagement il y a 10-15 ans, n'est plus pour la jeunesse. Et en même temps, quand on regarde aussi les données nationales, on voit que, les plus grands, pratiquants de culture, ceux qui font le plus de sorties culturelles et cetera, c'est effectivement les CSP+, mais c'est aussi les jeunes, les 18-30 ans. Donc, les jeunes, il y a un intérêt à la culture qui est évident, donc il faut les remobiliser dans le secteur. Et du coup, donc, on se pose la question de comment attirer les jeunes
et là, je vais juste éclairer la chose avec, 2 données nationales, qui, selon moi, permettraient de dessiner des leviers, en fait, aussi d'attractivité. Donc évidemment, comme je l'ai dit, l'ESS et la question écologique, puisqu'on a, l'ensemble la majorité des jeunes des 18-30 ans dans une enquête, par exemple, qui est Horizon 2030 qu'a fait, Sociovision pour Avdas, qui a donc imaginé donc dans 8 ans, en fait, à quoi ressemblerait, le monde et qu'est-ce que les gens avaient envie, d'entendre et de voir. Les jeunes ont dit que, ils étaient partagés entre une, pardon, entre une consommation de contenu culturel, une envie de consommer des contenus culturels évidemment internationaux, toujours cette idée de globalité, de transgresser les frontières, mais à contrario, ils étaient aussi, hyper marqués sur un désir de contenu, de proximité, et donc ils ont dans les enquêtes, en fait, est vraiment sortie l'idée que les jeunes avaient envie d'avoir, des choses, du bien culturel et des lieux culturels et des événements culturels à proximité de chez eux. Et donc ça, c'est un levier, pour attirer la jeunesse dans les lieux, et dans les différents territoires de notre région aussi. Hem, Presque 80 aussi des jeunes ont dit que le sexisme était un enjeu majeur. On sort d'une table ronde sur les VHSS et c'est évidemment un levier pour, attirer la nouvelle génération, d'être absolument, investie sur ce sujet et de s'en emparer, comme ailleurs. Et enfin, il y a quand même un enquêté sur 3, ça c'est l'étude du ministère de la culture aussi qui l'a montré en 2021, qui estime que, la programmation des lieux culturels n'est plus en phase avec, les attentes et on monte à bien plus que, 1 enquêté sur 3 quand on regarde que la partie des jeunes. Donc il y a un enjeu en fait à peut-être, repenser les programmations, les repenser de manière participative, en invitant peut-être aussi les jeunes, puisque visiblement la programmation ne convient pas à un enquêté sur 3, ce qui est quand même assez révélateur. Voilà, je vais m'arrêter là pour, les chiffres et je vais passer la parole à Benoît, je crois? Ouais, je vais faire, merci Stella. Donc on essaye, avec cette, introduction, hein, de poser le cadre qui a amené à cette réflexion. Je vous avoue qu'en préparant, ce sujet-là, j'ai réalisé combien j'ouvrais, une porte énorme sur le sujet, à la fois, sérieux, sociétal, assez intime aussi finalement, puisque quand on est sur la question de l'engagement et du militantisme, on est autant dans l'individu que le collectif, on en parlera. Et la préparation qu'on a eue ensemble, je peux vous dire qu'on aurait pu passer une journée en fait, vu tout ce qu'on a partagé. Donc on va essayer de le cadrer dans le temps qui est imparti. Je rajouterai juste sur la présentation qu'a fait Stella, moi d'autres sujets de préoccupation, ou en tout cas d'occupation, qui complètent finalement ce portrait, c'est aussi, on ne peut pas s'en départir, de la visibilité croissante des extrêmes politiquement et une vulgarisation d'idées aussi sur, ces extrêmes, entre une affirmation de soi identitaire et un repli sur soi, soi-disant protecteur. Des échos, souvent donnés plus aux influenceurs qu'aux penseurs et aux artistes. Des programmes politiques où culture et art au pluriel n'apparaissent finalement qu'en filigrane, dans un rapport à la démocratie qui est de plus en plus distant. Et ces 2 phrases marquantes, alors j'en rajoute une, au-delà de la culture non essentielle, je rappelle aussi qu'on a eu «La culture doit se réinventer», qui était aussi, assez, important. Donc 2 phrases avec des sémantiques très affirmées, définitives, sans dialogue, et 2 phrases qui ont effectivement marqué durablement. Une dernière observation, et effectivement je laisserai la parole à nos invités, après on s'arrête. Le sentiment à mon endroit d'observer une voix interrompue, alors quand je dis voix, c'est VOIE, mais aussi une voix cassée, VOIX, ou au sein de notre secteur, qui est lui-même suffisamment inquiet pour être dans l'impasse, à porter collectivement ces questions de valeurs, d'indispensables et de possibles dans la société qui elle-même est en transformation. Je ne dis pas que rien n'est fait. On a eu l'occupation des théâtres, on a des syndicats, on a des acteurs qui militent. Mais effectivement, la culture est quand même à un point d'interrogation, à un carrefour. Stella parlait de modèle, on en l'a entendu plusieurs fois aussi depuis 2 jours. Donc c'est évidemment aussi des observations personnelles. J'accepterai toutes les contradictions qui viendront, sur cette, table ronde, mais c'est effectivement pour, titiller un peu tout le monde. On va commencer en fait je vais laisser la parole à Laetitia sur cette question du rapport au placement et au déplacement. Le mot est important. Donc Laetitia, tu es directrice de la Nef, coprésidente d'un réseau d'acteurs. Tu nous as dit en préparant, cette table ronde que tu travaillais au renouvellement, du projet artistique et culturel de lieu dans lequel tu travailles. Comment fais-tu?
Quels sont les points d'accroche d'une telle écriture aujourd'hui et défends-tu la même chose qu'auparavant? Bah, c'est la merde. Écrire un projet artistique et culturel en 2022, en se projetant jusque 2026, alors j'ai la chance, hein, de pas être climatologue et de devoir me projeter sur 50 ou 100 ans, hein. Je me projette que sur 4 ans, mais déjà sur 4 ans, c'est la merde. Quand je l'ai écrit en 2019, c'était beaucoup plus simple. On avait effectivement la sacro-sainte trinité d'une scène de musique actuelle, à savoir, qu'est-ce que je vais dire sur la création, l'accompagnement professionnel, qu'est-ce que je vais dire sur, la diffusion et qu'est-ce que je vais dire sur l'action culturelle et de là, hop, je développe. C'est facile, c'est fait. Bon, là, donc effectivement, c'était plus compliqué parce que, bah, comme, nous tous et toutes, on est traversés, de tout ce qu'on entend sur les rapports du GIEC, sur, toutes les analyses qu'on peut entendre en ce moment, dans ce qu'on voit de nos équipes aussi, suite, au covid, hein, qui est loin d'être terminé en termes de souffrance psychologique, qui est loin d'être terminé, aussi, par rapport à nos publics, hein. On en parlait, hein, depuis le covid, il y a un phénomène très clair. Les gens achètent des places et ne viennent même pas au concert, donc on n'est même plus sur un truc, économique. Là, il y a quelque chose qui se passe, on ne comprend pas. Ça c'est enfin, j'illustre juste, en gros, depuis, la fin du covid et des confinements, on a ce qu'on appelle des no-shows, c'est-à-dire les gens achètent des places, et ne viennent pas. Avant le covid, c'était 5, maintenant c'est 25. Et ça, je vous parle de ça, c'est pas juste à la Nef, c'est national et c'est dans toutes les disciplines. Bon, voilà, c'était juste une petite illustration de, les choses ont bougé et il faut se questionner. Alors, comme j'ai tendance à être un peu très, réceptive et éponge à ce que j'entends autour de moi, effectivement, je suis passée par des grandes phases d'angoisse, comme tout le monde, hein, quand j'ai voulu écrire le projet. Heureusement, j'ai la chance de bosser en collectif, donc déjà on avait, quand même pas mal de groupes de travail. On a pu échanger sur les différentes questions, habituelles de création, de diffusion et d'action culturelle et à travers ces 3 prismes-là, comment systématiquement interroger la question de la responsabilité sociétale des organisations, de notre responsabilité vis-à-vis du développement durable, de l'épanouissement des personnes, des droits culturels et cetera. Donc déjà, le fait d'être à plusieurs, ça a aidé, mais je me suis quand même retrouvée à un moment donné toute seule face à mon ordinateur en train d'écouter Nick Cave et de faire un tableur de l'horreur, heu, avec des colonnes. Bon, alors la nef, qu'est-ce qu'elle peut faire sur la crise climatique? Qu'est-ce qu'elle peut faire sur la crise économique? Qu'est-ce qu'elle peut faire sur la crise politique? Parce que ça, je ne sais pas dans les autres disciplines, mais nous, au final, je trouve qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire le résultat des précédentes législatives et le résultat à venir, des futures législatives. Au final, on s'en empare très peu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire sur les différentes crises? Bon, je me suis rendu compte que ce tableur ne servait à rien. J'ai continué à écouter Nick Cave et j'ai commencé à rédiger, mon projet en partant donc des groupes de travail et de la norme ISO 26000 qui est une norme, non contraignante de responsabilité sociétale des organisations et qui permet un peu justement d'orienter, sa pensée. C'est-à-dire on réinvente pas la poudre sur notre façon de produire ou sur, le sens de nos métiers et les objectifs de nos métiers, mais en tout cas, comment on les réinterroge systématiquement, effectivement, sur la question des droits culturels, de la responsabilité des personnes et du respect des personnes, de la loyauté des pratiques, du développement local, de la création de richesses locales, la redéfinition de la notion de richesse aussi, hein, ça fait partie des choses que j'aime bien discuter avec les élus. Heu, oui, on va arrêter de nous regarder seulement comme une valeur économique et de se défendre comme valeur économique puisque de toute façon, on ne sera jamais une industrie. Nous sommes plus de l'ordre de l'artisanat. Donc, on va parler d'autres formes de richesse. Heu, voilà, je sais pas, c'est peut-être pas très, concret, mais Ah si, c'est très concret. Est-ce que tu sens toi que tu t'es déplacé en fait dans ton approche? Je me suis pas forcément déplacée, mais au final, c'est des choses personnelles qui sont revenues au niveau professionnel et collectif. Donc, pour le coup, on va réutiliser ce terme de congruence, que le directeur du réseau des indépendants de la musique, Florent Tellier, aime beaucoup utiliser. C'est comment on met en lien, des valeurs, personnelles intrinsèques avec, des valeurs, professionnelles. À cet endroit-là, en tout cas, je le définis comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait réémerger dans le projet, des choses qui m'étaient personnelles en termes de valeurs.
Heu, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je présente mon poste de travail, par exemple, à la nef, on est sur un principe de codirection avec une direction artistique occupée par Baptiste et moi sur une direction plus administrative, évidemment. Et je dis évidemment par rapport aux injonctions de genre, puisqu'on était sur une table ronde VHS avant. Et une direction, que je nommais développement de projet et que je nomme politique aujourd'hui. Et en fait, effectivement, on a fait remonter, ces valeurs, personnelles dans notre projet. Et ça, on l'a fait aussi parce qu'on l'a bossé l'année dernière, collectivement en équipe et avec notre conseil d'administration, on a fait intervenir, 2 consultants qui nous ont aidés à faire émerger, en fait, ce qu'étaient, les valeurs qu'on partageait collectivement et les enjeux qu'on partageait collectivement, dans notre travail et l'approche de notre travail. Ce qui fait que, en fait, ce qui pourrait ressembler à un déplacement, en fait, dans la façon de travailler, n'est en fait qu'un replacement par rapport à ce qu'on est tous et toutes, en fait, dans notre équipe, à la nef. Ça a permis de se repositionner sur, pourquoi on fait du concert, pourquoi on le fait comme ça, pourquoi on le fait avec telle personne, pourquoi on le fait à ce prix-là, heu, pourquoi cette régularité-là, et cetera. Et à se redire tous qu'au final, on avait une vision politique, qui était assez similaire ou si elle l'était pas, en tout cas, qui pouvait se discuter. Je dis ça parce qu'on a donc parlé de VHSS tout à l'heure, le mot intersectionnalité est un peu sorti et c'est vrai que, même si, on a tous des sensibilités différentes par rapport à nos luttes et à nos engagements, au final, la question des violences, la question du respect de l'autre, c'est un substrat commun et qu'on a pu, du coup, travailler en équipe et faire émerger ces valeurs, heu et ressortir ensuite dans le projet artistique et culturel. Merci. Je vais passer ou tu vas passer le micro à Laure. Donc Laure, tu es chorégraphe danseuse, tu développes un projet artistique donc avec ta compagnie, avec une appétence particulière sur la création en espace public et je dirais même plus avec l'espace public. Comment toi, dans ton travail artistique aujourd'hui, résonne cette question du placement et du déplacement? Alors pour une danseuse, ça peut paraître évident, mais peut-être pas. Notamment après ces années de crise sanitaire, est-ce que tu t'y engages de la même façon qu'avant? Non, je pense pas et en même temps, oui, complètement, si ce n'est plus, mais pas pareil, plus profondément. J'ai l'impression que je m'y enfonce, en fait, plus. Hem, il y a quelque chose de l'ordre de, oui, c'est ça, de la gravité, si on parle, et c'est pas grave la gravité, c'est c'est important. Et si on parle de place, on ne peut occuper que la sienne propre et là où on est assez profondément. Et c'était peut-être là depuis le départ, sans doute depuis, 48 ans, hein, depuis mon arrivée, en apesanteur. Sauf que c'est devenu, année après année, bah, d'abord, oui, une sorte d'évidence, du corps dansant et puis en fait non, c'est un projet politique. Et ça met du temps, enfin moi, je suis lente. Ça a mis du temps, de concevoir que ça puisse être un projet politique. Globalement, tout ce qui a été dit là me renvoie à une immense naïveté, qui m'aura guidée jusqu'à maintenant, de toujours penser que d'avoir longtemps cru, en des acquis sociaux et politiques, et acquis qui n'ont de nom que le mot acquis, qui ont été gagnés, qui ont été pensés, gagnés, défendus et qui sont à défendre et qui sont sacrément mis à mal. On est, je pense, à peu près tous d'accord. Après, il faudra discuter de quoi et là, on sera plus d'accord et ça deviendra intéressant. Mais l'endroit de défendre ça, je m'y étais pas préparée. Je suis une gamine des années 70, de tout le monde à poil en Ardèche, des combis Volkswagen non recustomisés, vintage, ça n'existait pas. Et, et à l'époque, ouais, il y avait deux, trois trucs qui sont dans mes cellules et je vois qu'il y a beaucoup de gens bien plus jeunes que moi ici qui ont d'autres placements politiques cellulaires, là, maintenant, qui sont pas les miens et qui sont vivants, vivifiants et que c'est toujours à partir de ça qu'on invente, en fait. Donc moi, ma démarche depuis le départ, et que je comprends avec l'âge, merci beaucoup, la gravité, heu, c'est à quel point en fait, le corps est politique et à quel point, le ce qu'on peut en sentir, en comprendre,
ne peut que nous ramener, je crois, c'est encore une croyance, donc ça peut être démoli, heu, ne peut que nous ramener à de l'engagement et pour le coup, à tout ce qui peut en découler, comme par exemple du commun, du vivre ensemble, du ci, du ça, voilà. Le chaos étant, cellulaire, des cellules étant capables de s'autodétruire pour que l'ensemble puisse, être vivant. Voilà, c'est vraiment pas le monde de oui oui, mais c'est, voilà, c'est un truc assez puissant que j'aime bien, manipuler, défendre et puis avec le temps, bah, je me rends compte que ce que je croyais être normal, ouais, en fait, les lignes ont changé, ont pas arrêté de changer. En 2003, moi, j'étais une jeune intermittente du spectacle et je découvrais d'un coup que j'étais hors cadre. J'avais votre âge, jeunes gens ici et si j'étais intermittente du spectacle, c'est que la société m'avait permis ça. J'étais pas du tout révolutionnaire à l'époque. Enfin, vraiment, j'avais suivi un parcours, d'ailleurs un non-parcours, assez classique et puis d'un coup, j'étais hors cadre et puis maintenant, je me retrouve enfin, en fait, je suis régulièrement hors cadre sans bouger. C'est quand même génial. Donc c'est génial, mais c'est voilà, c'est inquiétant, mais c'est stimulant et tout ce qui vient d'être dit aussi, finalement, je trouve que c'est vachement bien. On en chie, c'est pas bien, c'est pas agréable, pourtant, on se repose des questions qu'on se posait plus. Le secteur culturel était sacrément une industrie culturelle malgré tout, et on se raconte à nous depuis longtemps qu'on est des artisans. N'empêche qu'on est dans une dichotomie et dans une souffrance interne et personnelle de, de quelque chose qui se déchire régulièrement entre, en tout cas en ce qui me concerne, être artiste d'un côté et puis être directrice d'une compagnie qui a maintenant 18 ans, qui se retrouve conventionnée. Euh, je suis directrice d'une industrie culturelle. Il y a un budget qui peut être de 350 000 euros par an en fonction des projets. C'est énorme. Ben voilà. Enfin, je dirais à un moment, quand je fais un spectacle, c'est le prix d'une baraque. Ok, enfin, ça se dit pas, mais c'est vrai. Enfin, voilà. Donc, à un moment, quel prix d'une baraque, c'est les salaires. Hein. Voilà. Ce qu'est le prix d'une baraque, c'est ce que ça coûte pour payer des gens. C'est en ça que c'est une industrie. C'est qu'en fait, je me suis engagée là-dedans pour que des gens, en 2003, donc ça peut évoquer des choses à certains, pour que des gens comme moi, autour de moi, puissent être rémunérés pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont, surtout ce qu'ils sont. Et je me pose de plus en plus la question, là, aujourd'hui, de en quoi c'est mon métier. C'est mon métier dans tout ce que ça m'oblige, dans tout ce que ça me fait perdre de temps avec ma fille, dans tout ce que ça me fait perdre de temps de vie, personnelle, intime, familiale, mais par contre, c'est voilà, c'est cette ambiguïté-là toujours de métier et de statut, qui est encore un autre truc et d'engagement et je trouve vraiment intéressant de réentendre parler d'engagement, hem et je me dis que c'est peut-être ça, le gros hic, c'est, dans lequel on était tous hyper mal. En ce qui me concerne, le covid est venu comme, oui, c'est un révélateur, mais cet étirement-là, on y était déjà en compagnie. Hem, Ça a enfoncé le clou et on pourrait dire que je me suis radicalisée et c'est un mot que j'aime beaucoup. Et je vous renvoie, on en a parlé entre nous, à Marie-Josée Monzin qui s'est bien fâchée, il y a 2-3 ans à propos de cette confiscation de ce fameux mot de radicalisation. Nous n'avons pas le droit d'en faire ce qu'on en fait. C'est un mot important et je me suis radicalisée grâce au covid, voilà. Alors maintenant je fais la même chose mais en le sachant, hem et en trouvant plus d'écho. Et d'ailleurs, je suis invitée ici pour parler avec ce mot, la militantisme, alors que peut-être il y a quelques années, j'aurais plutôt été invitée en tant que femme dans le volet animatoire de l'espace public pour parler de la danse, qui est quand même quelque chose d'assez joli. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles. Merci Laure.
Hem, Dans ce que tu dis, tu l'as évoqué, la question du groupe, où tu as parlé de congruence aussi, Laetitia. Hem, Est-ce que cet éloignement les uns des autres n'est-il pas finalement contrecarré par la nécessité du groupe? Par cette question du collectif, d'appartenance? Est-ce que le collectif, dans une telle période, ne fait-il pas force, finalement, pour, contrer ce qui cloisonne, ce qui oppose et pour reposer l'essentiel? Heu, J'aimerais peut-être entendre Benoît, du coup, sur cette question et peut-être même réagir à ce qui a été dit déjà avant. Oui, je crois que Ouais, je vais rebondir à plusieurs endroits, voilà. parce que je pense que je vais parler d'un autre endroit, l'endroit des artistes-auteurs plasticiens, où les conditions d'exercice, d'activité n'est pas du tout le même que dans les secteurs très structurés que peuvent être vos secteurs respectifs, quoi. Juste pour aller vite, parce que c'est peut-être pas la question économique qui va me préoccuper le plus aujourd'hui à cette table ronde, surtout quand on entre directement sur la question de la place et que je vois que c'est un terme très approprié parce que ça se conjugue tout de suite entre la place à soi et puis la place publique et donc les conditions que les politiques publiques mettent pour l'exercice de nos places respectives dans le secteur de la culture ou de l'art ou de la création. Donc sur la question économique, le fait qu'on n'ait pas de statut, nous les artistes-auteurs plasticiens, nous ne sommes donc pas des intermittents, et en dehors de quelques exceptions qui vivent de leur art parce qu'ils accèdent au système marchand, la plupart, eux, ont un second métier pour pouvoir assurer la question économique de leur pratique artistique. Parce qu'ils sont souvent le premier producteur sur leurs fonds propres. Donc, quand tu parles de budget qui représente une maison, ça parle forcément aux artistes, parce que la façon de pérenniser l'activité d'un artiste, souvent, c'est d'acquérir son atelier. Alors, je ne vais pas plus loin sur les conditions économiques, mais par contre, je rebondis sur une chose qui est tout à l'heure, tu as dit que en fait, tu n'avais pas bougé et que ça avait bougé tout autour de toi. Donc finalement, il y a de la mobilité sans doute dans les politiques publiques, ce qui n'est pas forcément une évidence. Et ça me permet d'articuler sur la question de la naissance de notre collectif d'artistes. Euh, Parce qu'en fin de compte, la question de la crise du Covid ou des non-essentiels, chez nous, bon, non-essentiels, on le savait déjà. Le Covid, une crise de plus. Bref, c'est un peu comme dans les Balkans, quoi. Voilà. Donc, la crise précédente, qui était beaucoup plus importante, c'était la question du changement territorial. Et entre autres à Poitiers, alors que, en partie, l'interlocuteur État avait disparu depuis déjà 6 ans, on n'avait plus de conseillère plastique. Donc dans la question des politiques publiques dans le secteur des arts plastiques, c'est extrêmement important du fait que on est dispersé en individus sur l'espace, et c'est souvent chez le conseiller art plastique que quelque chose se rassemble et que des pistes et des porosités se mettent en place avec les partenaires institutionnels, avec les autres acteurs du terrain. Et quand le conseiller art plastique n'est pas là, ou la conseillère art plastique n'est pas là, l'écosystème n'a plus de moteur, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Et donc arrive la nouvelle territorialité de la Nouvelle-Aquitaine, qui change la donne, puisque les politiques publiques des différentes anciennes régions n'étaient pas les mêmes, et entre autres, nous concernant, ça allait être double peine, puisque en Poitou-Charentes, il y avait des aides directes aux artistes émanant de la région Poitou-Charentes, qui n'allait plus être le paradigme de la Nouvelle-Aquitaine, puisque la Nouvelle-Aquitaine a plutôt préféré axer les choses en partenariat avec l'État sur des appels à projets, ce qui n'est pas la même chose que les bourses d'aide à la création. Bon, ça c'est important de dire ça parce que je pense que c'est ça qui a été un petit peu le facteur d'une mobilisation des artistes au moment du SODAVI, donc du schéma d'organisation des arts visuels,
sur le bassin de Poitiers, la première réunion, il y avait une trentaine de personnes, une trentaine d'artistes qui sont sortis de leurs ateliers, enfin, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pour renvoyer un petit peu à la question que je n'extrais pas la responsabilité des artistes là-dedans. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'artistes sont un peu dans le confort euh, ou en tout cas ne fait pas l'effort du groupe et du collectif. Et qu'au bout d'un moment, ça se paye un peu, quoi, sur les questions de la visibilité, bien sûr, et de la représentativité dans les endroits où on actionne bénévolement les choses, quoi. Voilà. Donc si les musiques actuelles ont réussi à se structurer il y a une quinzaine d'années, je crois, 15-20 ans, voilà. Nous, voilà, par rapport à vous, on a 15-20 ans de retard. Voilà, en gros, ça fait un peu ça. On on n'est pas, comment dire, on n'est pas des musiciens qui sommes payés avec des bières au bar, mais parfois, dans une exposition, tout le monde est payé sauf l'artiste. C'est important de le savoir. Voilà, donc le collectif ACT s'est créé dans ce contexte-là, donc dans un contexte militant, de reconnaissance de notre singularité, de nos pratiques. Et voilà, on a construit les choses comme ça. On était 5 fondateurs et en 2017, rapidement, on est passé à 15 artistes et puis aujourd'hui, bon, on oscille entre 10 et 15 qui, je pense, est le bon format pour continuer à se parler. Donc c'était peut-être là où tu me questionnais, j'en arrive à plein un certain nombre de détours, mais en même temps d'articulation, je pense, de comprendre comment ces choses-là se sont construites, quoi, avant Covid, après Covid. Bon. Et le Covid a eu son importance dans la dynamique du collectif, c'est ce qui est assez paradoxal. Donc voilà, le terrain d'entente de ce collectif a d'abord été les conditions de visibilité, l'accès d'une certaine manière à des moyens, un terrain de jeu. On continue à militer pour avoir des ateliers d'artistes, des ateliers mutualisés de construction. Donc il y a une volonté de se rassembler sur un certain nombre de choses, mais attention de ne pas faire écurie d'artistes. Il s'agit que l'individualité, la singularité de chacun soit toujours respectée. Et puis, ce qu'on a aussi vécu sur ces 5 années, c'est une crainte finalement de l'impensé du collectif. Donc nous, on est beaucoup à géométrie variable. En fonction des projets, on passe de 2 à 4 à 5. On invite tout le temps des gens extérieurs. Il y a tout le temps des regards extérieurs dans nos laboratoires de recherche. Voilà. Donc ça s'est beaucoup constitué sur la période de Covid où on a eu du temps pour penser notre collectif, qui est plus une question d'association, de commun, plus que de collectif. Il y a la conscience collective, c'est pas notre truc, je pense, quoi. C'est un peu compliqué, ça fait penser à collectivisme. Il y a, c'est toujours des problèmes sémantiques, en fait. Voilà. Bon. Voilà, mais je vais peut-être rester là parce que j'ai l'impression que je suis un peu long. Bon, mais juste, je voulais parler d'un autre endroit et comment, à un moment donné, heu, la condition de visibilité des artistes est liée aux politiques publiques et à la porosité et la générosité des différents acteurs qui reconnaissent la présence de l'artiste à l'endroit de la ressource et de la création, en tant que tel, voilà. Parce que là, j'étais précédemment sur un autre atelier où on parlait du 100% EAC. Attention, c'est un autre endroit et qu'il ne faut pas que ça invisibilise encore une nouvelle fois la création. Il n'y a pas de médiation s'il n'y a pas de création, quoi. Il faut y penser à ça aussi. Voilà. Merci, ça va ouvrir des sujets encore et encore. On peut rester toute l'après-midi si vous voulez. Thierry, tu vois ça avec Alka? Merci. Esther, donc en écho, hein, Benoît parlait de en quoi le Covid avait accompagné, aidé à penser aussi sur la question de l'engagement collectif à son endroit. Toi, tu es éditrice et c'était un vrai choix aussi de t'avoir autour de la table parce que finalement, les éditeurs, on les entend peu. On a beaucoup entendu les libraires, mais vous êtes aussi très présents. Et comme disait Benoît, il y a la création avant la médiation et avant les libraires, il y a aussi les éditeurs. Et tu es donc présidente d'un tout nouveau réseau régional des éditeurs.
Comment toi tu réagis à cette question de l'individuel, qui tu me l'avais dit aussi que le métier d'éditeur est aussi assez individuel, et du rôle du collectif dans ton secteur et peut-être, voilà, comment il a changé avec la crise sanitaire? Peut-être que tu peux témoigner de ce qui vous est arrivé, vous, sur cette période-là et cet avant-après? En fait, nous, on n'a pas changé avec la crise, des covid. Nous, on s'est créé justement avec elle. Ça a été on a ressenti, vraiment un besoin de se parler et on se connaissait plus ou moins tous, et non seulement il y a eu la création de l'association, mais tout de suite, après, il y a eu, avec plusieurs, associations d'éditeurs en région, on a créé une fédération d'éditeurs indépendants. Donc et là, c'est devenu au niveau national. C'était vraiment un besoin parce qu'en fait, vis-à-vis des libraires ou, d'autres, ou les auteurs, par exemple, d'autres acteurs, de la sacro-sainte chaîne du livre. Et ben, nous, on était complètement invisibles et voilà, on avait, je sais pas, quand vous demandez à un lecteur, ce que c'est qu'un éditeur, il vous dit: «Je sais pas». Souvent, on nous associe à des imprimeurs, par exemple, et cette problématique, c'est parce que nous, on a peu de contacts avec les usagers, enfin avec les lecteurs, quoi. Parce que souvent, quand on est en salon, c'est l'auteur et quand on est présent en librairie par nos livres, c'est les libraires qui parlent de nous et jamais nous-mêmes. Donc ce collectif, l'association AENA s'est créée, grâce à ces covid et donc c'était une très bonne chose et en fait, ça nous a permis, plusieurs choses par rapport aux politiques publiques. Justement, ça a fluidifié, les dialogues. On a été très appuyés par la région, par la DRAC et cetera. Ils nous ont vraiment soutenus. Au niveau national, on commence à faire, de l'évangélisation parce qu'on se rend compte que les, heu, les grosses les grosses institutions auxquelles, nous on a affaire et bah, finalement on ne nous connaît pas et il faut leur expliquer qu'il y a et peut-être que ça va lier avec les problèmes de la concentration et cetera, qu'il existe 5 grands groupes d'édition en France, mais que paradoxalement et ben, Nouvelle-Aquitaine, on est 200 éditeurs. On est la deuxième région, avec les plus de maisons d'édition après l'Île-de-France et en fait, ce qui est chouette dans dans l'association, aussi bien que dans la fédération, c'est que, c'est, hem, il y a des maisons d'édition qui sont peut-être un peu plus industrielles ou qui sont dans cette industrialisation de la chaîne du livre et au contraire, il y en a d'autres qui sont vraiment artisanales, qui ont la volonté de les rester donc on trouve une pluralité des modèles économiques, des façons de faire, des lignes éditoriales et cetera et surtout ce qu'on défend, c'est la bibliodiversité, justement face à ce qu'on veut nous imposer, à cette, omniprésence, des, livres peut-être un peu plus faciles, commerciaux, sans que ce soit mal, hein. Je vais pas, voilà, la lecture, elle doit exister, pour tout le monde, mais on doit aussi, laisser exister d'autres textes qui se vendent peut-être un peu moins bien, mais qui ont quand même des choses à dire et qui sont importantes. Voilà. Et après, je voulais juste, par rapport à cette partie de la place, en fait, nous, on avait eu, le sentiment au tout début du confinement, en fait, comme si on était des poissons rouges et on bouge, dans un bocal parce qu'il y avait confinement, pas confinement, confinement, nin voilà et en fait, dans la plupart avec la plupart des éditeurs, ce que je ressens et ça a été le cas pour moi-même aussi, c'est qu'on s'est, comme disait Laure, on s'est reposé des questions et la question c'était: «Pourquoi j'ai fait ce métier?» Donc on a peut-être retrouvé aussi un peu d'essence. Finalement, si on fait les balances, et ben, le covid n'était pas si mal que ça. Donc tout va bien. Ben non, justement, tout va pas bien, mais maintenant en ce qui nous concerne, on commence à être vu, on commence à pouvoir, s'exprimer et oui, exprimer nos points de vue, défendre nos métiers, mais aussi l'expliquer pour qu'il soit compris et non pas, confondu. Voilà, et un peu plus peut-être vulgarisé, un peu moins, un peu plus démystifié parce qu'on a l'impression l'éditeur, oui, il se passe pas tellement individuel, mais c'est très solitaire.
mais on n'est plus, Paris 6e, dans son bureau, les pieds sur la table, un cigare, un fait sans les juges, toi oui, toi non, enfin voilà. C'est pas du tout ça. C'est, avant tout, l'amour pour les textes, l'amour pour les mots, c'est aussi, l'amour de la relation à l'autre parce que je dis toujours, alors je vais pas me tromper parce que sinon je me trompe, heu, être éditeur, heu, c'est une leçon d'humilité à chaque publication parce qu'on prend des risques, aussi bien financiers enfin des libertés d'expression et cetera et en fait, bah, finalement, ce que je disais tout à l'heure, la dédicace bah, c'est l'auteur qui l'a et la maison d'édition, on s'en fout, mais et c'est très bien. Ben si, c'est très bien. Ah si. Moi, je suis des éditions et je découvre des auteurs. Heu, Pas la maison d'édition, on s'en oui, fout. aussi, mais c'est pas la norme, en fait. Voilà. Vas-y. Je disais juste que je suis des éditions qui me font découvrir des auteurs. Je pense que je suis pas la seule, faut la rassurer. Dans ce que vous dites là, tous les 4, on touche peut-être de près ce qu'on avait tous dit, c'est-à-dire après le Covid, le monde aura changé, ou en tout cas, il doit changer. Et la période-là, elle a peut-être permis au final, mais peut-être que la question de l'engagement, on n'aurait pas pu la poser plus tôt, effectivement, dans le temps de digérer aussi. Et Laure, tu parlais d'une trajectoire qui prend son temps pour être objet politique dans ce que vous défendez. Moi, ce que j'aurais envie d'échanger peut-être avec vous, c'est cette question, effectivement, aujourd'hui. Vous avez chacun parlé aussi des politiques publiques dans ces endroits de défense. On a vu une recrudescence de la concentration économique, hein. Il y a plusieurs exemples autour de la table, que ce soit sur la musique, que ce soit sur le livre. Un schéma public, certes, qui peut stagner parfois dans son accompagnement ou qui s'interroge aussi sur les façons d'accompagner. Donc un paysage culturel qui est aussi peut-être un peu à l'arrêt face à ces endroits de questionnement. Laetitia, tu parlais du politique, mais dans le sens de la crise démocratique. Est-ce que pour vous, c'est pas dans vous... Alors, on a parlé à plusieurs endroits et de la difficulté aujourd'hui pour vous exprimer, parce que vous parlez de plusieurs endroits, à la fois artiste, à la fois à la tête d'un réseau, à la fois militant, engagé sur différents champs, et qu'il y avait parfois une difficulté à, à porter le discours du collectif sans se renier soi-même, mais en même temps, où est le consensus et qu'est-ce qu'on défend? Il y avait cette question-là. Donc, est-ce que tous ces sujets-là, notamment sur la question de la concentration, du rôle de l'artiste, du rôle de l'acteur culturel, est-ce que ce n'est pas des matières à engagement? J'irai plus loin en disant, est-ce qu'il ne faut pas repolitiser la culture ou est-ce qu'il ne faut pas culturer le politique? Vous choisirez. Pour justement refaire, affirmer ou réaffirmer les modèles. Vous avez parlé de diversité, des propositions, et donc des choix, et donc des goûts, parce qu'au final, il y a une fuite en avant dans l'uniformisation. Est-ce que c'est pas là l'endroit de l'engagement aujourd'hui de l'artiste et de l'acteur culturel sur la place publique? Je maintiens le mot place qui me paraît tout à fait pertinent sur nos échanges. Je laisse la parole à qui? Je pense à Trump et ses copains. Il a peu de copines. Et je me dis que... Non, mais enfin, voilà, élection américaine, en général, ça donne le ton mondialement. Et il y a ce mot wokisme qui est arrivé là, bien transformé lui aussi, enfin, même complètement dénaturé. En fait, la société est politique et on en est. Donc si on ne se politise pas ou si on ne se rend pas compte qu'on est dans du politique, autour de soi, c'est politique. Et les coupes de budget de Vauquier, dans d'autres, en Isère, comment elle s'appelle cette région exactement? Enfin, Rhône-Alpes, merci. C'est politique.
Enfin, tout est politique. On en est, on y participe, on la vit, on la soutient, on la fait. Donc il faut se le dire, puis il faut, on a vraiment intérêt à se le dire parce que autour, c'est en marche. Bah, c'est vrai que, je parlais d'industriel versus artisanal tout à l'heure, tu parles de concentration, on est là-dedans. Quand je définis, nous en tant qu'artisans par rapport à l'industriel, c'est qu'effectivement dans le cadre des musiques actuelles, on est en plein, dans la concentration. Tu disais que les jeunes, c'était quoi? 85 qui étaient pas d'accord, enfin tu sorti oui, ou enfin 80 qui voulaient consommer un produit culturel, voilà. C'était fantastique. Merci pour ce moment de beauté marketing. Non, non, mais excuse-moi Stella, mais c'est vrai que du coup, on fait extrêmement attention à la sémantique. Je crois qu'on a besoin d'y faire attention. Les mots sont importants, et de faire attention à ce qu'on met dedans. Parce que quand, on se dit: «Les jeunes veulent consommer, un produit culturel», alors, pour le coup, comme j'ai décidé de devenir politique et pas seulement développement de projet, je vais le dire là. On passe après une conférence sur le pass culture. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux jeunes? On est dans un processus de concentration, inédit au sein des médias, au sein des musiques actuelles, je parle de mon secteur. Qu'est-ce qu'on donne aux jeunes derrière? Sur quoi on investit? On investit sur le pass culture, qui représente je ne sais pas combien d'emplois de médiation culturelle. On investit, pour, France 2030 sur je ne sais combien de millions pour la numérisation de la culture. Sur quoi les politiques publiques investissent aujourd'hui. Donc voilà, je me permettais juste de le signaler parce qu'on passe, après le pass culture, je crois que tu y étais. Je donc juste pour revenir sur la question de la concentration, c'est vrai que nous, les musiques actuelles, on s'est, institutionnalisés depuis les années 80-90. On a aujourd'hui des labels. Le fait de s'être institutionnalisé, ça veut dire qu'on bénéficie de budgets importants plus que enfin, c'est presque des lotissements et plus une seule maison, pour certaines structures. Heu, c'est très confortable, mais du coup, on s'est écarté, de cette, pensée politique, trop pressé à remplir certaines cases, où on nous attendait, notamment sur les notions de recettes propres et cetera et du coup, à penser ça plutôt qu'à penser, le politique et la responsabilité d'une parole artistique, de tout le référentiel, de tout le symbolique que ça peut créer, de toute la capacité de transformation que ça peut amener sur une société. Ça, on l'avait complètement mis de côté. Voilà, donc c'est bien de reparler politique à cet endroit-là aussi parce qu'il faut qu'on recrute des jeunes et qu'effectivement les jeunes veulent de l'ESS et du développement durable et que c'est des choses dont on s'était pas mal éloigné. Oui. Oui, merci. Le politique et le sémantique. Parce qu'en fait, bon, c'est intéressant qu'on se rencontre, hein, l'endroit du petit, de l'individu, et puis l'endroit du réseau structuré. Parce que j'ai l'impression que, et ça j'ai envie de dire, je reprends un peu ma casquette Césaire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans notre secteur culturel qui ont appris, comme d'autres endroits de la société, à fonctionner et à répondre à des attentes, des dispositifs. Et le moment du Covid a permis à un certain nombre de personnes de lever la tête et de dire: «Mais en fait, on participe à quoi?» Et donc, au lieu de fonctionner, se poser la question: «On participe à quoi? Comment? Pourquoi?» J'ai l'impression que ça, c'est un problème sociétal qui est très répandu quand on voit les chiffres d'inadéquation entre l'offre et la demande au niveau de l'emploi. Voilà. Et je pense que le secteur culturel est aussi impacté par ces questions-là, de gens qui ne veulent plus fonctionner de la même manière qu'avant. Voilà. Donc là, il y a un projet éminemment politique. Alors, tout ça est venu quand même pour moi dans la réflexion où j'ai été amené à être désigné par le réseau Astre comme conseiller au Césaire, et de regarder donc du coup l'ensemble de la société civile organisée et de voir qu'il y a plein de nœuds dans les politiques publiques euh, qui... Pardon. Césaire, Ah pour oui, ceux qui ne savent excusez-moi. pas. Alors, le Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental régional. Donc, il y en a dans toutes les régions de France.
C'est ce qu'on appelle un petit peu la deuxième chambre. C'est une chambre de conseillers. Donc, ce sont des représentants de la société civile organisée qui donnent des avis, qui réfléchissent un peu sur le temps long sous forme de saisine ou d'autosaisine sur les politiques publiques des régions. Si vous avez des questions, après, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant que de l'endroit de l'artiste, je suis passé complètement à un autre endroit avec une vision beaucoup plus macro de la société. Et c'est aussi ce que je renvoie dans le collectif, quoi. C'est-à-dire que, bah oui, les artistes plasticiens, si vous restez dans vos ateliers, mais personne ne vous attend, quoi. Et la société, elle fonctionne avec un marché de l'emploi qui est essentiellement salarié. Et c'est aussi pour ça que vous n'êtes pas représentatif et que vous ne rentrez pas dans les chiffres et que vous ne rentrez pas dans les tableaux. Et donc, vous n'existez pas au bout d'un moment, sauf pour quelques petites personnes qui ont accès un petit peu. Voilà. Donc ça, voilà. Et bon, ce qui m'est apparu, et là, j'ai pas de solution, et c'est peut-être intéressant là du coup que ça s'ouvre à la salle, c'est que tous ces nœuds de dispositifs qui sont liés à des fonctionnements ou des attentes des politiques publiques, souvent, pour moi, tout secteur confondu, sont liés à des comportements qui sont de l'ordre du culturel. Et on n'arrive pas à en discuter sur cette sémantique-là, c'est-à-dire tous nos comportements, bon, maintenant c'est synthétisé dans l'anthropocène, nous amènent à faire dysfonctionner l'ensemble de la planète, et on a du mal à se poser la question de nos comportements culturels. Voilà. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment difficile de faire rentrer ça dans les tuyaux, quoi. Parce qu'on analyse tout en termes de chiffres, et ça me paraît pas être forcément le bon instrument, la bonne focale pour critiquer finalement ou s'auto-critiquer, enfin, dans quelque chose qui va vraiment dans le mur pour tout le monde, quoi. Bon, voilà, mais du coup, je pense que c'est participer, c'est là je me permets d'envoyer à la salle. Quel est votre point de vue sur la place de la culture, là, pour le coup, au sens large du thème, et pas seulement l'art? Voilà. C'est la question culturelle, quoi. Comment on envisage le monde, comment on participe au monde pour en arriver là, quoi, d'une certaine manière, quoi, puisque le constat d'échec, il dépasse bien le secteur culturel pour une part des problèmes qu'on a, quoi. Bah, c'était bien en même temps que ce soit plutôt vous. Alors, Il y a un micro sur... Oui. Bonjour, alors je dis d'où je parle, je suis Laurence Cassigna, je suis l'une des 4 coprésidentes de la Fédé des Arts de la Rue. C'est une coprésidence paritaire, je le précise, et on y tient. Et puisque Laure n'en a pas parlé, non, mais je voulais compléter parce que pour moi, il y a un enjeu là qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de l'espace public. Et je dis d'où je parle, mais en même temps, je ne parle pas que de l'espace public physique dans lequel nous, on travaille, hein, par choix et par choix extrêmement politique pour la plupart des artistes. Pour moi, il y a une véritable confiscation de cet espace public qui est un espace politique, donc et pas seulement physique. Je refais juste un petit historique très très rapide. 2015, attentat, mesure Vigipirate. On commence à enfermer et à limiter les interactions dans l'espace public et donc les espaces de dialogue. Ça a duré jusqu'en 2019 avec, évidemment, ça a eu aussi des implications économiques, hein, quand tout d'un coup, il faut mettre des services de sécurité pour vérifier que personne ne transporte quoi que ce soit de dangereux dans son sac. Mais donc on a limité, on a commencé à barriérer. Pour nous, ça s'est traduit comme ça, mais enfin, ça traduit aussi une politique publique. 2019, Covid, alors là, ben, les jauges, les arrêts, les espacements, ce qui pour nous, évidemment, est une catastrophe. Il y a des spectacles, il faut se le représenter, qui ne peuvent pas se jouer parce qu'ils travaillent avec le contact physique. Donc voilà, donc de nouveau, barrières, passe sanitaire, machin, contrôle, encore plus de coûts aussi pour les structures. Bah là, cette année, on a eu nos premières annulations préfectorales dues à la météo. Préfectorales, parce que des annulations météo, on en avait déjà eu, mais là, c'est tout d'un coup, on confisque la possibilité pour le citoyen de décider en conscience si oui ou non il va sortir
ou pas, aller voir un spectacle ou pas, y emmener ses enfants ou pas. On fait plus confiance aux citoyens et hop, on se coupe encore d'un espace de dialogue. Et là, 2024, ça va cumuler. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu de travail et de lutte parce que là, on nous dit maintenant, c'est le sport. Et bon, la culture, si vous voulez bien être un peu poli et passer après, ça sera sympathique. Donc ça, enfin vraiment pour moi, il y a un enjeu de travail pour nous et pour nous tous, pas uniquement pour nous artistes de l'espace public. Et puis juste aussi parce que ça n'a pas été mentionné et que Benoît est membre d'Astre et tu es membre d'AENA, signaler qu'il y a un interréseau ici en Nouvelle-Aquitaine sur lequel on travaille vraiment à nos différences. Nous ne sommes pas tous des cultures de filière et on n'a pas tous un modèle économique. On a des modèles économiques, mais ce ne sont pas les mêmes. On n'a pas trop de problèmes de concentration dans les arts de la rue. Ça nous est pas encore tombé dessus. On se bat pas pour. Hein. Oui, oui, non, non, mais on se bat pas pour. Mais il y a donc il y a donc un interréseau qui regroupe le RIM pour les musiques actuelles, AENA, Astre pour les arts visuels, l'INA, les libraires, SINA pour le cinéma. 535 est un réseau de salles, mais aussi d'intervention dans l'espace public. Et donc, nous, les arts de la rue, et j'espère n'avoir... Et la GEC, pardon, groupement d'employeurs fondamental s'il en est. Voilà, je voulais juste le mentionner parce que dans le militantisme, enfin, quand tu dis heureusement on travaille en collectif, je pense qu'il y a vraiment un lieu où se faire du bien. Je crois que sinon, si on reste dans nos individualités et même dans nos filières, et si on se laisse enfermer dans nos filières, dans nos labels, on aura peu de possibilités d'interagir sur les politiques publiques. Bonjour, je m'appelle Valérie de Saint-Deau. Pour faire court, je suis scribe pour des associations et des projets culturels, dont parfois pour la Fédération des arts de la rue, et toujours un peu journaliste et auteur. Et bon, il y a 3 points. C'est que précisément sur cette question de la prise en compte de l'écologie, je viens d'écrire pour la revue L'architecture d'aujourd'hui, qui faisait quelque chose sur la fête de manière générale et qui m'avait demandé de travailler justement le côté impact écologique. Et j'ai été frappée de combien dans de multiples festivals et de multiples disciplines, c'était un souci, c'était pris en compte par les acteurs, des chartes étaient en train de s'édifier, mais avec aussi un souci principal qui m'a été dit par tout le monde et qui a été évoqué dans la conférence inaugurale, qui était que l'impact principal était les festivaliers. Or, toute la politique culturelle est basée sur, en gros, l'élargissement des publics. Et réfléchir justement autrement qu'en termes de chiffres et de masse, va s'imposer. Alors, d'autre part, sur le croisement avec l'économie sociale et solidaire sur l'environnement que vous évoquez, eh bien, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le Lot, à l'Albinque, et quelques mois plus tôt, j'étais à Ambronay pour des rencontres autour de art et ruralité. Et plein de choses se passent sur le terrain. Alors, forcément, le bonheur n'est pas toujours dans le pré. Mais de fait, il y a des friches agro-culturelles qui se créent un peu partout, et là qui se heurtent quand même à un problème, qui est l'éternel, vous n'entrez pas dans les cases. Comment on accompagne un projet qui mêlera, alors là je cite le milieu rural, mais ça réinvente parfois en milieu urbain ce qui se faisait il y a longtemps dans les squats berlinois, et un projet qui a une dimension à la fois écologique, sociale et artistique. Ah, et si je voulais dire quand même une dernière chose. Si justement on a peut-être, enfin je dis on, du mal à s'adresser à la jeunesse, moi je crois beaucoup justement, et face à une éditrice, au pouvoir des mots. Et j'ai toujours, ça fait depuis 30 ans que je travaille un peu sur le domaine culturel. Je suis frappée par le fait que, bon, en France, il y a justement des acquis qui semblent un peu évidents, comme la sécurité sociale, comme l'éducation nationale.
Et le fait que la culture soit un bien public n'est pas quelque chose de complètement acquis et répandu. Comment ça fonctionne, comment c'est financé, comment c'est pas quelque chose de très connu. Et là, il y a peut-être un gros travail à faire, je dirais sur le jargon culturel. Juste, par rapport à ce que vous disiez sur le fait de ne pas rentrer dans les cases et comment on considère les nouveaux projets, parce qu'il va y avoir plein de nouveaux projets, de nouveaux formats, et cetera, y compris décroissants. Je suis très contente d'utiliser le mot décroissance, hein, c'est un mot qu'on n'utilisait pas avant dans les projets. Aujourd'hui, je l'ai écrit à plusieurs fois dans le projet artistique et culturel et j'en suis fière. Hem il y a un outil qui est hyper bien quand même, moi je trouve, c'est la co-construction des politiques publiques. Attention, c'est très moche, mais comme voilà, on est plusieurs à être dans des collectifs, des réseaux, et cetera. Il se trouve qu'au moment suite à la crise sanitaire, il y avait un plan de relance culture, de l'État et on a eu la chance, nous, côté musique actuelle, d'avoir une conseillère DRAC, qui a proposé que ce plan de relance soit concerté, discuté, créé avec, les porteurs de projets. Et ce qui fait que, par ce biais, de co-construction, on dit: «Bah, quels sont nos besoins aujourd'hui? À quoi ressemblent nos projets? Et ce vers quoi ils doivent aller? Et comment du coup, vous en tant que, de politique publique, vous pouvez nous accompagner là-dessus?» Déjà, comment mieux se connaître entre nous parce que ces projets émergent de partout, mais sont souvent un peu isolés. Donc déjà, faire qu'ils se connaissent et comment, financièrement, à quel endroit on peut les financer. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par des appels à projets et je reprendrai aussi l'exemple du contrat de filière, musique actuelle en Nouvelle-Aquitaine qui a pour but d'être une antichambre d'expérimentation, sur certaines nouvelles politiques publiques et où on se rend compte que si ça fonctionne et si ça rencontre des besoins et si voilà, s'il peut y avoir des suites, ça peut ensuite passer dans les règlements d'intervention, dans le droit commun des subventions. Et c'est vrai que je pense quand même qu'aujourd'hui, on a tout intérêt entre, acteurs et et politiques publiques à travailler sur cette manière-là. Hem, je reviens un peu à peine en arrière, sur, l'espace public et la jeunesse pour faire, hem, c'est un i comme les musiques actuelles, c'est un réseau qui a 40 ans, donc qui est assez jeune et qui est hyper foutraque, ce qui l'aide grandement, en même temps s'institutionnaliser, un peu. Il y a des aides, d'État, des aides à l'écriture, voilà, des commissions ministères, il y a tout ça et tant mieux. Et peu de gens en font la demande à la mesure de la création qu'il y a tous les ans. Ce qui est assez symptomatique. Ce qui a été peut-être un peu inquiétant pendant longtemps justement quand on fonctionnait, quand on pensait en fonctionnement. Mais bon sang, mais pourquoi les jeunes ne demandent pas? Mais pourquoi les compagnies viennent pas se structurent pas? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Hem Aujourd'hui, je commence à avoir des éléments de réponse. Ça laisse une sacrée liberté. Alors, c'est un paradoxe, mais voilà, de toute façon, quand on est aidé, on nage en plein paradoxe aussi. Donc quand on n'est pas aidé, on choisit ces paradoxes. Enfin, l'un comme l'autre, on choisit ces paradoxes. Ce que je vois aussi dans l'espace public, c'est qu'il y a plusieurs espaces publics. Il y a celui du politique, qui fait, peut-être un festival parce qu'effectivement ça fait venir énormément de gens, parce que c'est représentatif, parce que c'est une économie de l'hôtellerie, parce que c'est une étiquette, parce que tout ce qu'on voudra. Et puis et ça peut servir éventuellement. Et puis à côté, il y a des gens qui pensent, qui créent pour des raisons personnelles et politiques et artistiques et qui tentent et collectives et qui tricotent entre tout ça. Parce qu'on peut pas écrire un spectacle, pour le coup, je reste sur spectacle, mais on peut pas en fait, heu, poser une œuvre, dans l'espace public sans se poser la question de la relation. Et ça, c'est quand même assez fondamental. On peut on pourrait se dire que c'est pareil dans la salle, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de prérequis, de préacquis, dans la relation même qu'on a là maintenant. On a choisi d'y être, on est, de réseaux sociaux, ma foi, pas si disparates. Enfin, il y a tout un tas de trucs très très organisés dans cette salle. C'est normal, c'est comme ça. Bon, dans la rue, c'est plus complexe et cette complexité, on peut pas l'oublier, quoi qu'on y fasse. Et c'est encore mieux quand on part de là.
Donc quand on part de cette complexité, forcément, ça crée quelque chose de singulier. Ce que je trouve assez chouette, c'est que pour le coup, j'ai vieilli et je me retourne et je vois des nouvelles têtes, des nouvelles énergies, des nouveaux collectifs, des nouveaux jeunes et leurs nouvelles réponses. Et je les trouve tellement nouvelles pour le coup. Ils refont pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas refait ce que les anciens ont fait et je me retourne et je suis surprise de ce que je vois. Et je me demande si je m'étais dit tout à l'heure, est-ce que la jeunesse qu'on trouve pas dans les formations, est-ce que pour autant elle a déserté la culture? Je suis pas sûre. Elle est peut-être plus dans l'agriculture. Elle est peut-être dans une autre culture. Elle est peut-être, il y a des petits passages à ce propos notamment dans Nos cabanes de Marielle Massé, sur la question de la place encore. Une place qui est peut-être plus à demander, mais qui est à trouver là où on est, ou à aller chercher par soi-même, collectivement. Moi, je pense que la jeunesse, elle n'est pas dans un placard toute sèche à attendre qu'on lui ouvre et qu'on lui dise tiens, voilà, tu peux aller là. Possiblement, elle est en train d'inventer ce que l'institution comprendra dans 20 ans. C'est normal, c'est ainsi va le monde. Enfin, et possiblement, la jeunesse est très impliquée dans la culture. Peut-être pas comme je l'étais, parce que j'étais très adaptée. En rentrant dans la salle, j'ai pris donc cette biographie inspirée et je voulais justement que vous nous la présentiez. Est-ce que vous l'avez fait toute seule, Marie-Queux, ou est-ce que chaque intervenant a participé? Justement, moi, je suis en train de lire La confiscation des mots, des images et du temps de Marie-Josée Monzin. Donc, puisque nous avons Alors, la chance d'être en présentiel, tout à je peux le fait. faire passer à ceux que ça intéresse. Et merci de me le restituer quand même après. Voilà. Et donc, Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ça? alors C'est très bien, bravo. Ah oui, je voulais juste ajouter pour ce que disait Laure Terrier tout à l'heure sur le fait que un éditeur lui a fait découvrir des auteurs. Moi, ça a été le cas avec Actes Sud, qui a une collection qui s'appelle Monde Sauvage, pour tisser des liens, qui est une collection que je trouve formidable, notamment, là, je viens de lire Penser comme un iceberg, qui est assez extraordinaire et qui répond aussi à cette thématique de la culture face aux crises, s'engager vers un nouveau militantisme. Je trouve que ça y répond bien, donc je vous laisse répondre. Alors, cette idée de bibliographie est effectivement la mienne, en idée, puisque je trouvais, vu le sujet, les réflexions qu'on avait partagées, la nécessité du débat d'idées à reprendre sur la place publique, on peut résumer comme ça. J'ai proposé à l'ensemble des personnes présentes de m'envoyer 2 à 3 ouvrages dont ils trouvaient signe ou écho avec le sujet. Donc, vous avez dévoilé ma surprise de fin de table ronde, mais c'est pas grave, on s'adapte, c'est le sujet. Et donc on vous la met à disposition à la sortie pour que vous puissiez, à votre tour, vous en nourrir ou pas. C'est un choix, ça fait partie de l'esprit critique. Mais peut-être que chacun peut, en tout cas ceux qui veulent prendre la parole sur, voilà. Moi j'assume Cynthia Fleury et Claire Marin. Donc être à sa place. Ah ouais. Et Cynthia Fleury, ce qui ne peut pas être volé. Laure, tu as déjà parlé de 2 des ouvrages. Je ne sais plus si j'avais mis Corinne Morel-Darleux, qui justement se trouve entre la ZAD, le conseil régional et, Oui. et son jardin potager, avec mieux vaut Plutôt couler en beauté que merci, flotter Lié. sans grâce. Ah ça, mais Réflexion sur l'effondrement. très, 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 très. Bah, c'est une chouette nana, on a envie de passer ses vacances avec. Il faut grimper dans la Drôme. C'est plus C'est un peu facile. loin. Hein. C'est plus facile que d'aller sur un Y aller à voilier pied. avec Y elle. aller à pied. Ouais. Mais en fait, hier soir, je me disais, mais bon sang, on n'a pas
On n'a pas mis le texte de Despentes qu'elle a lu, donc que vous pouvez trouver. Eh ouais, mais c'est ça. Putain, mais celui-ci, texte de Despentes lu le 16 octobre 2020 au Centre Pompidou. Oh, ouah. Ça résume un peu tout ce qu'on a mis là, je crois. Morisot, dans la même collection. Oui, Morisot. Bah ouais. Oui, oui, non, mais il manque du monde. Désolé d'avoir Non, Sur le plan économique, il manque aussi Monsieur Dominique Sagot-Duvauroux, qui pose des questions des scènes artistiques. Donc, nous, on a été assez sensibles à ça dans la création du collectif Acte, avec une invitation qui avait été faite par la Frappe à Sagot-Duvauroux, qui avait ouvert la question des externalités en termes économiques pour la culture. Parce que là, je ne sais plus qui a parlé de l'attractivité des villes liées aux festivals et spectacles de rue. Le secteur tourisme, donc évidemment, en empoche un certain nombre de dividendes et n'a pas prévu d'en reverser à la culture, comme d'autres secteurs savent bien faire. Le grand public peut rejoindre une participation. La notion de participer est importante. Et, et donc, là, au niveau économique, il y a sans doute quelque chose quand même à rééquilibrer entre des gens qui sont bénéficiaires et qui ne sont pas très généreux à notre endroit. Oui, participer, Joël Zask aussi. Ça me paraît assez important sur la question de l'articulation ou l'équation entre l'individu et le collectif, quoi. Voilà. Mais il en manque plein forcément, mais c'est un sujet de séminaire. Et pas une star, et ça devrait, je milite. L'horizon du sujet, c'est un... Il est fondamental de ne pas être aveugle à ses propres sens, au sentir, pour ne pas être en dehors du monde. Car être dans le monde, voire avec le monde, est la seule manière qui coïncide pleinement avec un engagement politique pour le monde et avec l'épanouissement de la vie. Entre autres, c'est une chercheuse en esthétique qui enseigne dans une école d'archi à Lille et qui, dans l'horizon du sujet, s'appuie sur le boulot, dans notamment ce bouquin, sur le boulot d'un philosophe qui s'appelle Strauss, qui a bossé sur les perceptions, et qui, à partir de quelques exemples d'œuvres qui impliquent le corps dans leur réception, nous remet dans le paysage et déconstruit la perspective qui nous en a, pour d'autres raisons, mais éloignée. Ce que j'appelle paysage pouvant s'appeler nature, éventuellement. Oui, peut-être un mot. Nous, sur un certain nombre de références, en fait, pour moi, ça renvoie à des arborescences de croisements. De plus en plus, des collectifs d'artistes, de plasticiens intègrent des chercheurs dans une espèce de comité scientifique pour croiser. Donc, Corinne Morel-Darleux nous est intervenue sur l'exposition Air Glaciaire, a produit un article dessus, et évidemment, on réfléchit avec elle. Donc, on a en commun, là moi ce que j'ai pris, ce qu'on a mis, on a en commun, Bourdieu, Gorse, ça vient aussi de d'autres collectifs comme Blast, comme Millefeuille ou le syndicat potentiel à Strasbourg. Syndicat potentiel à Strasbourg, ils ont au moins 20 ans d'existence. Ils ont pendant très longtemps produit des expositions. Aujourd'hui, ils produisent quasiment plus d'expositions. Ils sont sur une remise en question de la production d'objets, en fait. Et ils ont en fait des rencontres. Ils fonctionnent beaucoup sur des rencontres, quoi. Donc, il y a quelques petites choses qui sont exposées, mais finalement, c'est plus penser ce que nous faisons qui semble être leur sujet aujourd'hui. Voilà. Alors, syndicats potentiels, ils en sont arrivés là par un cheminement long, un process, et aussi une reconnaissance, un sérieux, et qui est passé par l'objet et par les expositions, quoi. Donc voilà, les choses n'arrivent pas comme ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc la traversée des crises invite le syndicat potentiel à prendre une posture différente, finalement plus ouverte et moins restrictive en termes de discipline,
beaucoup plus ouverte et beaucoup sur des choses qui ne produisent plus d'objets, quoi, en fait, hein, qui sont plus matérielles, qui sont plus en données matérielles, qui sont dans l'immatériel, quoi. Donc, mais en tout cas, voilà, merci pour cette biographie inspirée. Moi, j'y rajouterais, parce que c'est beaucoup d'ouvrages quand même vachement pointus, vachement bien, mais très pointus. Moi, je rajouterais juste les notes sur la classe écologique de Feu Bruno Latour. On peut lui rendre hommage, et Nicolas Schultz, qui est aux éditions Les Empêcheurs de tourner, de penser en rond, où il y a des grandes marges pour permettre à chacun de justement d'avoir une lecture active et d'annoter cet ouvrage, et c'est un ouvrage de base pour avoir justement les bonnes notions pour s'engager vers un nouveau militantisme. Je vais juste partager une petite observation que j'ai faite. Donc, dans un forum qui s'appelle Entreprendre dans la culture, on avait à cet horaire 5 événements. Donc 4 étaient sur des questions économiques, et dans celui-ci qui est sur la question de l'engagement, j'ai compté parmi les intervenantes, je fais un féminin générique exprès, il y a plus de 80% de femmes, et parmi le public, il y avait aussi plus de 80% de femmes. Voilà. Je n'en tire aucune conclusion, je vous laisse faire. Tu vas vite. Je voulais vous interroger au regard de la loi que tout le monde connaît, la loi NOTRe, et son article spécifique sur les droits culturels du citoyen. Alors, est-ce que cette piste des droits culturels du citoyen permet de s'engager vers un nouveau militantisme? Est-ce que c'est une utopie? Et en tant qu'utopie, voilà, ça restera donc inatteignable. Ou est-ce qu'effectivement, selon vous, il faut vraiment s'emparer de ce dossier, sachant qu'il engage l'État et les collectivités, et de fait, l'ensemble des structures subventionnées par l'État et les collectivités, une responsabilité de droit qui leur impose de vérifier que l'ensemble de leurs actions et l'ensemble de leurs financements permettent effectivement à chaque citoyen d'exprimer sa culture, et qui permet effectivement que l'ensemble des cultures en présence trouvent des lieux d'expression régulière. Alors, c'est quand même un texte qui est fort, mais qui va en totale contradiction avec énormément de politiques culturelles. Donc on parlait tout à l'heure sur le 100% passe culture. Pour moi déjà, c'est en opposition totale avec ça, parce que là on est uniquement dans la parole d'artiste et pas du tout dans la reconnaissance des cultures qui peuvent être en présence dans un collège ou dans un lycée, par exemple. Donc comment vous analysez cette... est-ce que d'abord vous êtes témoin, là où vous êtes, d'une envie locale, politique, d'aller dans ce sens-là? Est-ce que ça reste des mots pour se donner bonne conscience, et qu'on arrange en fait dans la manière de faire des politiques qui existent, et on essaie de leur donner un poids dans le sens des droits culturels, mais en fait on n'a rien changé à sa politique? Enfin voilà, je voulais vous questionner les unes et l'autre sur, sur ce... Voilà, alors c'est vrai que je ne sais pas dans quelle mesure les arts visuels ou la littérature sont concernés par ça. J'ai beaucoup cru comprendre qu'il s'agissait essentiellement du domaine du spectacle vivant, mais peut-être que la littérature, les arts plastiques permettent aussi l'expression des cultures, enfin il me semble. Bref, voilà, où est-ce que vous en êtes chacune et l'un sur ce dossier? Alors, les droits culturels, pour le coup, ça rattrape complètement les besoins qu'on a évoqués depuis tout à l'heure de lier la culture, les arts à d'autres lieux. Les droits culturels, ça concerne la façon d'écouter, la façon de manger, la façon de s'habiller, la façon de s'exprimer. Ça concerne en fait tout ce qui fait un être vivant. Donc évidemment que ça va bien au-delà du spectacle vivant, même si il est traduit souvent comme ça dans ce qu'on peut entendre. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a un paradoxe dingue entre ce qui est écrit dans cette loi et les politiques publiques qui peuvent être mises en place. CF, encore une fois, et je ne veux pas m'acharner, hein, mais le pass culture, puisqu'on est sur quelque chose
extrêmement descendant, absolument pas construit, de quelque chose qui est rapide, pas fait dans le temps. Enfin, c'est terriblement pas droit culturel. Bref, les droits culturels, c'est une montagne, hein, c'est un Everest pour nous, même s'il y a un truc qui s'appelait l'éducation populaire qui pouvait y ressembler et dont ils n'ont pas voulu, madame, comme disait Franck Lepage. Je pense qu'on avait quand même une bonne base en tant qu'acteur et porteur de projets culturels pour se lancer dans les droits culturels. On l'a un peu mis de côté, mais l'éducation populaire servait à ça. Juste, je renvoie en référence tout le secteur des musiques et danses traditionnelles qui, pour le coup, est très en pointe sur la question des droits culturels. Il y a un réseau qui s'appelle FAMDT qui bosse beaucoup sur le sujet et où ils sont assez exemplaires sur l'expérimentation. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à la littérature, en fait, parce que déjà, je ne me suis pas posé la question auparavant, donc je vous remercie. Et après, nous, on est nous, on est plus dans l'économique, c'est-à-dire qu'on a nos entreprises, on prend, comme je disais tout à l'heure, on fait des choix, on prend des décisions, etc. Et pour moi, à part la loi langue, qui est là et qui est très, très bien et merci, voilà. Les autres lois territoriales, politiques, c'est comme, un peu, la concentration, en fait. C'est tellement loin mon univers, de mon quotidien, il faut payer les CFE, il faut payer les impôts, il faut trouver les salaires, il faut vendre des livres, il faut que vous lisiez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je pense qu'on est occupé d'autres choses. Je suis désolée. Moi, du coup, je vais répondre depuis le spectacle vivant, comme si, donc à mon endroit. Moi, je n'ai pas, je suis enfin, que vous disiez, en envoyant des artistes dans les collèges et les lycées. J'entends ce qu'il y a derrière. J'ai quand même envie de dire que c'est l'artiste, il fait pas tout. Enfin, je veux dire, il en fait déjà pas mal, et il a peut-être pas non plus la casquette d'animation, pour, comme ça, la super idée voilà, ça va. Par contre, ce qu'il fait quand il est envoyé dans un collège ou dans un lycée, je vois j'en vois qui se dresse, c'est que moi je crois qu'il autorise, je crois qu'il dit: «Moi j'ai osé». Je crois qu'il dit, il dit pas: «Moi ma vie, mon œuvre», il dit, «Regarde, je suis un simple vivant et hem et j'ai osé faire ça et viens, ose, tu beau». Ça, c'est pas mal. Ça, c'est ce que l'artiste peut faire dans les collèges, dans les lycées, dans la vie, je crois. C'est pas ça. Bah, oui, oui, Pardon, j'entends. c'est pas ça que je disais. Je suis totalement convaincu de ce que vous venez de dire, hein. La Oui. présence de l'artiste est indispensable partout, voilà, pour témoigner de son travail et permettre à d'autres d'en inventer. Ma question était, vous, dans votre travail artistique, comment vous intégrez ces éléments de la loi NOTRe et de ces droits culturels du citoyen? Est-ce que vous dites, ça c'est un truc chouette sur le plan artistique, de permettre sur un territoire, si vous travaillez vous sur un territoire particulier, c'est peut-être Bordeaux ou le département, est-ce que c'est un nouveau militantisme de se dire, dans mes projets de création artistique, je vais faire en sorte que l'expression d'une diversité culturelle prenne forme? C'était plus quand j'ai parlé des collèges, c'était pour souligner la Mais j'entends bien. contradiction entre des politiques d'État, c'est tout. Bah, Voilà. moi, je trouve très chouette que le politique se pose cette question. Je trouve que c'est un super endroit et je trouve très chouette que des artistes qui ont cette question en eux, puissent enfin être entendus et qu'on leur dise pas qu'ils font de la médiation quand ils font ça. Ça, je trouve ça important. Par contre, que chaque artiste
soit parce que maintenant, il y aura plus 3000 balles si, mais j'ai quand même encore rédigé hier, je suis dans des locaux de la région, là, j'ai encore rédigé la fameuse petite lettre de l'aide qui concerne 3000, je parle d'argent encore, mais parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Il y a 3000 balles qui sont accordées aux associations culturelles en Nouvelle-Aquitaine parce qu'elles sont dirigées par des femmes. Ça, c'est une chose. Mais figurez-vous qu'il faut le justifier. La première année, je ne l'ai pas justifié. Non, mais vous vous rendez compte, je ne l'ai pas justifié. Non, mais de quel droit? En fait, alors, on m'a dit, ah ben, vous n'avez pas justifié dans votre courrier. Pardon. Voulez-vous des photos de mon anatomie? En quoi Fia Ménard, si ça évoque des... Enfin voilà, en quoi quelqu'un qui aurait changé de sexe serait plus ou moins féminin que moi? En quoi ma position de femme m'apporterait 3000 balles? Bref, grosse question. Et pour moi, c'est le même enjeu, c'est-à-dire qu'il y a des... Mais je sais qu'il faut le faire en ce moment, politiquement. Je sais que ça fait bouger des lignes, politiquement. Je sais que si c'est amené maladroitement comme ça veut quand même dire que, ah, tiens, et c'est pas pour moi qu'on le fait. En fait, c'est pour le politique pour lequel travaillent des personnes qui, elles, dans les bureaux, réfléchissent à ce que ça bouge. Donc, si ça peut aider l'institution depuis l'intérieur à penser un tout petit peu différemment, je suis pour. Et même chose pour l'artiste. Si l'artiste a envie de faire un boulot sur la question des hommes, la question des femmes, la question des pas hommes et pas femmes, la question des animaux ou sur la culture des uns et des autres, je suis contente qu'aujourd'hui, on ne lui dise pas écoutez, ça, c'est de la médiation. On va pas pouvoir vous aider. Voilà, ça, je suis contente. Mais par contre, il y a toujours le risque derrière, on le voit plein de fois, de mais vous ne vous posez pas ces questions. Ah bah désolé, enfin. Et même en bossant dans l'espace public, et même en étant dans ce risque-là, aussi, il faut expliquer et prouver qu'on touche des gens. Il faut que je réponde au nombre de spectateurs touchés, par exemple. Bon, bref. Ouais, alors C'est que ça va pas jusqu'au bout. Voilà, ça va pas jusqu'au bout, on n'est pas dans des logiques ascendantes et c'est pas la culture qui finance les projets de droits culturels. C'est des appels à manifestation d'intérêt, innovation sociale. C'est un vrai alors souci, mais on y travaille. Okay. Je peux juste rebondir sur la question du... revient souvent la question du quantitatif, combien de personnes on touche. Mais est-ce que finalement, cette idée de nouveau militantisme, chaque fois qu'on dit nouveau, on a tendance à revenir vers des choses qu'on a oubliées. Et le militantisme, finalement, au départ, que ce soit le champ de la culture ou pas, s'appuie sur la notion de citoyen, d'individu acteur de la cité et acteur de sa vie, donc d'individu créatif. Donc, moi, je me demande si ce qu'on doit interroger, c'est pas finalement la relation entre l'artiste ou, ou le collectif créatif avec le territoire et ses individus, ces hommes et ces femmes, et comment on travaille ce compagnonnage. Alors, je dis d'où je parle, parce que j'interviens depuis plusieurs années comme chargée de développement de projet. J'aime bien cette manière d'aborder les choses, parce que je travaille avec des individus qui vivent sur les territoires sur lesquels j'interviens via une résidence d'artistes, un lieu de résidence d'artistes. Et l'idée, c'est de travailler cette idée de compagnonnage. Le compagnon, c'est celui avec lequel on partage le pain. Donc, on partage un savoir, on se nourrit du parcours l'un de l'autre, comme les compagnons. Voilà. Donc, est-ce que ce que vous avez posé jusque-là lors de cette table ronde, quelle place vous donnez à ce lien avec le citoyen acteur? Est-ce que le projet artistique, finalement, pour remobiliser les territoires et les gens, parce que c'est des gens qui votent, finalement,
Vous dites qu'il y a des clivages, qu'il y a des problèmes politiques ou qui votent pas. Voilà. Est-ce que ce lien, cette manière de partager dans un projet de création, ça ne devrait pas compter davantage? Et j'ajoute une dernière chose qui est liée finalement, c'est la question de la coopération. Je crois que les politiques publiques, les projets artistiques, le monde de la création et celui du simple citoyen ne s'opposent pas nécessairement. Je crois que quelquefois, oui, il faut compter. Les gens ont besoin de savoir où va leur argent ou ce qui peut leur revenir du pot collectif. Et là, les politiques publiques sont là pour ça. Il y a un rééquilibrage qui est fait quelquefois. Moi, je bosse sur un projet depuis 20 ans qui ne tiendrait pas sans les politiques publiques. Et quelquefois, il est nécessaire qu'il y ait cette distance du local. Il se trouve que c'est un territoire qui est dans ce qu'on appelle le croissant de pauvreté, donc avec des élus locaux qui ne s'intéressent pas du tout à la chose culturelle. Et ce sont les politiques publiques, départementales, régionales, qui apportent cet équilibre sur des territoires où on ne tient pas compte du citoyen acteur créatif, où on ne tient pas compte de l'artiste et où on ne tient pas compte de la culture. Voilà, donc je voudrais qu'on parle de coopération et de lien avec les individus, les personnes. Voilà. Alors, je peux accepter une ou deux réponses si vous voulez. Mais après, on a déjà largement dépassé et voilà, et je conclurai juste après. Pour moi, sur l'une des questions que vous avez posées, en fait, sur le lien avec... pour moi, les lecteurs, c'est essentiel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les lecteurs en 2 mots. Les lecteurs. Oui, 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 pardon. Vous aurez entendu mon accent. Donc. Et il est, pour moi, c'est l'essence et c'est ce pourquoi je me lève chaque matin. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure au moment du confinement, quand on a tous commencé à tourner en rond comme des poissons rouges, etc., et qu'après on nous a demandé de résilier, à un moment aussi où les fortes concertations, etc., et bien moi c'est pour lui. Parce que quand j'ai créé ma maison d'édition et quand j'ai repris une autre maison d'édition, c'était parce que je lisais des choses dans d'autres langues et je me disais: «Mais il faut vraiment que je puisse partager ça». Donc pour moi, c'est de là où je viens et c'est là où mes textes, où je voudrais que mes textes aillent, en fait. Oui, partager. C'est partagé, oui, c'est partagé. Voilà. Alors, à conclure après, partager. Non, bah, enfin bon, voilà, on aurait pu y passer la journée. Je pense que ça peut donner d'autres idées à l'agence sur des temps de réflexion ou à tous, hein, on est tous ouverts à retravailler ce sujet-là. On a beaucoup parlé de politique publique au pluriel, mais il y a aussi la question du politique en termes de conviction, d'acte et d'engagement. Il y a deux endroits qui se recoupent, mais pour moi qui ne sont pas forcément au même endroit. Et je retiendrai la question d'oser, dont Laure a parlé, et peut-être que l'engagement et le militantisme, c'est oser par rapport à une torpeur dans laquelle on s'est retrouvé dernièrement, et que c'est peut-être là aussi où collectivement, jeunes et moins jeunes, parce qu'on a parlé des générations aussi, on peut oser travailler et agir pour la culture. Comme vous êtes restés jusqu'au bout, je vous donne un bonus littéraire que je n'ai pas mis dans la bibliographie parce que j'en ai eu la connaissance qu'hier. C'est Franck Mouget qui était là hier sur la table ronde autour du foncier et des communs et la fabrique de la cité, qui m'a parlé d'un ouvrage qui s'appelle La joie militante de Carla Bergam et Nick Montgomery aux éditions du Commun, donc une maison d'édition aussi qui a, ne serait-ce que par son nom, un sens. Et je voudrais juste vous citer une partie de la 4e de couverture qui peut permettre de conclure. À quoi ressemble la joie dans les milieux de lutte, et notamment dans les milieux de lutte radicaux? Je reviens sur le mot radicalité dont Laure a parlé. Qu'est-ce qui nous rend collectivement et individuellement plus capables, plus puissants et puissantes? La joie, au sens spinoziste du terme, renvoie à notre capacité à affecter et à être affecté, à prendre part activement à la transformation collective, à accepter ainsi d'être bouleversé.
La joie telle qu'elle nous est ici proposée donc dans l'ouvrage est une façon d'habiter pleinement nos mondes, nos attachements, plutôt que de chercher à les diriger. Je vous laisse réfléchir, vous avez 3 heures. Je vous remercie vraiment tous, je remercie l'ensemble des participants. Merci à l'agence pour l'organisation du forum, vous allez pouvoir souffler maintenant. Et puis à bientôt sur ce sujet ou sur d'autres. Merci.